Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Franklin Nyamsi, dans cette vidéo exclusive, s'apprête à dévoiler des révélations qui pourraient changer la donne. Restez bien jusqu'à la fin, car vous ne devinerez jamais ce qu'il a à dire. La vérité est plus près que vous ne le croyez. Le Niger vient de préciser d'une manière absolument accablante les accusations qu'il formule de nouveau contre la France. Accusations de financement, de soutien et d'armement au Sahel, en Afrique. Je voudrais commencer par faire entendre la forme nouvelle que ces accusations ont prise. Alors, soyons maintenant à l'écoute des autorités nigériennes dans la dernière forme que leurs accusations ont prise. Voici ce qu'ont affirmé aujourd'hui même les autorités nigériennes. Je vous mets un haut-parleur. Je vous donne la dernière forme que ces occasions ont prise. Alors, hop. Par rapport à l'implication... Là. Je remonte, je vais vous 72 montrer. heures. Après l'échec de sa marionnette CEDEAO, Voilà. après l'échec de son infiltration des ONG et autres agences internationales, après l'échec de son infiltration des organisations de la société civile et de certains syndicats, après l'échec de sabotage des pipelines pour détruire l'économie du pays, après la création du groupe Korawa, après donc toutes ces manœuvres sournoises révélées d'ailleurs au grand jour par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, à l'occasion de sa récente interview exclusive accordée à Télé Sahel le 25 décembre 2024, la France, qui n'a jamais reculé, revient cette fois-ci avec un autre plan plus macabre, l'opération Chibok 2014. Oui, vous avez bien entendu, opération Chibok. De quoi s'agit-il? Le 8 janvier 2025, plusieurs responsables de Boko Haram se sont rencontrés dans le lit du lac Tchad, côté Nigeria, plus précisément à Tombong Kassa. Malam Ali Ibrahim, Yalambou, Boula Machadi, Malam Ismaël, Bachir Okacha, Madou Bachir, Malam Sagir, des noms qui ne vous disent pas grand-chose, mais qu'il faut retenir, ont pris part à cette réunion dirigée par un certain Habib, adjoint de Abu Hafiz alias Bachoua. À ces personnes se sont ajoutés des représentants de la France, du Bénin, du Nigeria et d'une puissance occidentale, entre autres. Ils sont tous venus du Nigeria à bord de 5 véhicules Toyota Hilux de couleur blanche, une des Toyota transportait des munitions et autres matériels pour le besoin des opérations en cours de préparation. Ces invités d'un autre genre ont été accueillis par les combattants de Boko Haram entre Koukawa et Gadjiram avant d'être escortés jusqu'au lac Tchad à Tombong Kassa le 6 janvier 2025 où la rencontre a eu lieu 2 jours après, c'est-à-dire le 8 janvier 2025 entre 14h et 16h. Ils sont répartis à bord de 2 véhicules en laissant les 3 autres véhicules au 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Passage en revue des termes de leurs accords, planification et conduite des opérations qu'ils vont incessamment mener contre le Niger. En ce qui concerne ce dernier point, 2 scénarios seront bientôt exécutés. Le premier scénario est en lien avec l'approche du mois de Ramadan, une période de dévotion et surtout de privation pendant laquelle les musulmans auront besoin des conditions nécessaires pour mener à bien leur jeûne. Pour casser leur résilience et porter atteinte à leur foi, la France, par interposée, envisage 1. De détruire le tissu économique national à travers le sabotage du pipeline pour asphyxier économiquement le Niger et de manipuler certains opérateurs économiques pour provoquer une flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité à l'approche de ce mois béni de Ramadan. De conduire des opérations de kamikazes, des prises d'otages de masse au niveau des internats des filles et des garçons dans les écoles du Niger en vue d'exiger la libération et le rétablissement
du président déchu à son ancien poste. En cas d'échec des négociations, le massacre des élèves en diffusion directe a été ordonné par les autorités françaises. Certaines régions ont été ciblées pour mener ces opérations et les kamikazes déjà désignés et formés à Tombouctou. Pour ce faire, la France et ses sbires, en plus de l'armement et des munitions, ont fourni des ceintures d'explosifs en grande quantité et des matériels électroniques nécessaires à la diffusion et à la mise à feu de ces explosifs. Compte tenu du caractère de ces opérations, 3 milliards de francs CFA ont été remis aux familles des kamikazes. Face à cette volonté maladive, sournoise, malveillante et inhumaine de la France impérialiste, comme l'a si bien dit Macron à sa dernière sortie médiatique en décidant de ne plus être gentil et poli vis-à-vis de l'Afrique, nous interpellons l'opinion publique nationale et internationale, nos partenaires stratégiques, l'Union européenne, le système des Nations Unies dans son ensemble et tous les pays épris de paix et de justice pour mettre un terme définitif à ces dérives néocolonialistes des autorités françaises. Nous appelons enfin, une fois de plus, le vaillant et résilient peuple nigérien à plus de vigilance et à 1. Dénoncer toute personne suspecte, 2. Dénoncer tout acte suspect dont il sera témoin, 3. Multiplier les prières et invocations et enfin 4. Informer les autorités les plus proches ou appeler les numéros 40-40 pour les fans, 40-00 pour la gendarmerie et 83-83 pour la police nationale. Voilà la dernière forme comprise les accusations des autorités de la République du Niger contre les autorités actuelles de la République française. Ce que nous avons entendu de la part des autorités de la République du Niger est suffisamment grave pour que, en France, en Europe, en Occident comme en Afrique, soit tirée la sonnette d'alarme afin que vérité et justice soient faites sur la succession d'accusations gravissimes de financement, de soutien, d'appui qui se sont amoncelées contre le gouvernement français depuis notamment 2022. Nous n'avons pas oublié les accusations de la République du Mali déposées depuis le mois d'août 2022 sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui ne font toujours pas l'objet d'un examen contradictoire. Nous n'avons pas oublié les accusations formelles des autorités du Burkina Faso qui, de façon récurrente, ont accusé la puissance française et ses alliés de la CEDEAO, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, et parfois même, dans une certaine mesure, sous le régime de Nana Akufo-Addo au Ghana, le Ghana. À cela viennent s'ajouter les accusations, non pas la première, mais au moins la troisième ou la quatrième, des autorités nigériennes. Il y a là une masse d'accusations impressionnantes. Il y a là une masse d'accusations graves, qui sont telles que les peuples français et africains ne peuvent pas continuer à se croiser les bras, pendant que les gouvernements sahéliens pointent la responsabilité du gouvernement français actuel de M. Macron dans la déstabilisation du continent. C'est pour cette raison que nous avons décidé, en notre qualité de citoyens français, de rassembler la totalité de ces accusations dans un mémorandum sur la base duquel nous allons nous adresser à tous les groupes du Parlement français, que ce soit les groupes, les partis politiques du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, ou que ce soit ceux du Sénat, pour leur demander de considérer comme une urgence signalée l'ouverture à l'intérieur du Parlement français d'une commission d'enquête sur les graves accusations formulées par les pays du Sahel contre la France. En notre qualité de citoyens français, nous allons porter cette initiative et
je vous informe qu'au plus tard le lundi 20 janvier prochain, eh bien, ce mémorandum et cette pétition seront déposés à l'adresse des bureaux des principales forces politiques du Parlement français, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, mais également le même document sera déposé sur le site iDouane de l'Union européenne. Nous sommes en train de rassembler toutes les accusations avec à la fois les liens documents écrits et les liens documents audiovisuels et une lettre pétition que vous retrouverez également sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de signature des pétitions, en n'oubliant pas que sur la plateforme de l'Assemblée nationale, en tant que citoyen en France, nous avons un outil d'action, c'est que s'il y a 1 million de personnes qui apportent leur signature à cette pétition pour l'ouverture d'une commission d'enquête sur les graves accusations formulées par les pays africains contre la France en matière de soutien, de financement et d'armement. Si nous sommes 1 million de citoyens européens en général à signer cette pétition, à partir de cet instant-là, les députés et les sénateurs seront obligés de l'examiner. Car la loi française dit qu'une pétition déposée sur le site de l'Assemblée nationale ou du Sénat et qui est signée par 1 million de citoyens européens, je rappelle d'ailleurs que peuvent également signer cette pétition tous ceux qui ont un titre de résidence légal, un titre de résidence régulier en Europe, par exemple, ceux qui payent leurs impôts en Europe. On n'a pas forcément besoin, pour signer ce type de pétition, d'être de nationalité française ou d'une nationalité européenne. Il suffit qu'on soit un résident légal sur le sol européen et qu'on ait la majorité. Eh bien, vous allez nous aider, Françaises, Français de toutes les couleurs, Européennes, Européens de toutes les couleurs, à atteindre au besoin le million de signataires de cette pétition pour obliger les parlementaires français qui jusqu'ici font mine de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas sentir, de ne pas goûter à l'amertume qui émerge de l'Afrique au fur et à mesure que s'amoncellent des accusations graves contre la France. On ne peut pas se croiser les bras quand les accusations se font aussi précises, avec des dates, des noms, des coordonnées géographiques, des villes, des lieux, des projets spécifiques. Tout ceci est suffisamment grave et mérite d'être documenté. De l'autre côté, les autorités africaines de tout pays, les organisations régionales africaines, c'est le cas de l'AES, c'est le cas de la moribonde CEDEAO, c'est le cas de l'Union africaine, c'est le cas de la CEMAC, c'est le cas de la SADC. Toutes les organisations africaines recevront également notre courrier, mais il sera modulé d'une autre façon. Nous allons lancer une pétition pour demander à toutes les organisations africaines citées, et cette pétition sera vraiment ouverte encore là à tout le monde, leur demander de peser de tout leur poids pour que les accusations des États africains contre la France soient examinées à l'ONU. Il faut que l'Afrique parle sur ce sujet-là à l'unisson. Il faut pour une fois que ces poltrons, ces lâches, ces couards qui sont à la tête des institutions régionales africaines jouent un tant soit peu leur rôle. Demander qu'un procès contradictoire, demander qu'une confrontation entre les accusateurs de la France et la France ait lieu dans toutes les instances internationales où vous êtes représentés. Même si l'Afrique ne détient pas encore aujourd'hui le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, elle ne détient pas un membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Si les organisations africaines, ou du moins la majorité d'entre elles, exigeaient qu'il y ait un examen de ces accusations flagrantes, de ces accusations infamantes, de ces accusations énormes, de ces accusations aux conséquences telluriques, nous aurions l'occasion d'une véritable clarification internationale et cela contribuerait sans doute à l'accélération de la fin
de l'emprise sur le continent africain. Donc, mes chers amis, j'ai voulu évoquer ce premier sujet pour vous dire que nous, société civile, nous, intellectuels, nous, activistes, nous, militants, ne pouvons pas continuer à regarder cette situation stagner. Moi, je suis saturé par l'amoncellement des accusations. Ça fait beaucoup trop de plaintes. Et il n'y a aucun prétoire, il n'y a aucune tribune, il n'y a aucun espace dans lequel la confrontation contradictoire puisse commencer. Nous, les peuples, nous, les citoyens, nous pouvons, justement, en utilisant l'outil parlementaire, comme nous utilisons ici l'outil médiatique, nous pouvons rater la confrontation des preuves. Il est important que les accusations du Mali, du Burkina Faso, du Niger, il est important que ces accusations fassent l'objet d'un examen contradictoire et que le sort du soutien en Afrique soit scellé. Et voilà pourquoi je vous donne comme date butoir de dépôt des pétitions vers les instances que j'ai évoquées, lundi 20 janvier 2024. Votre serviteur a conscience que dans ces choses, il faut des pionniers. Eh bien, j'appelle les Françaises et les Français de toutes les couleurs à soutenir la vérité et la justice, à agir par solidarité en tant que peuple, en signant massivement la pétition que je dépose sur le site de l'Assemblée nationale et du Sénat français lundi prochain, pétition dans laquelle je reprends in extenso, nous reprenons in extenso les accusations fondamentales et les preuves des accusations, c'est-à-dire les indices de toutes les accusations formulées par les États maliens, burkinabés et nigériens notamment, et nous appelons les députés à peser de tout leur poids pour qu'il y ait un examen contradictoire, à peser de tout leur poids pour que les autorités françaises s'en expliquent et que soient entendues et examinées les preuves que les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes ont à leur disposition. Pourquoi les parlementaires français ne demanderaient-ils pas la possibilité de constituer une mission parlementaire qui viendrait rencontrer avec leur accord les autorités maliennes, les autorités burkinabées, les autorités nigériennes, pour examiner les preuves que celles-ci peuvent opposer et disposer dans les accusations extraordinairement graves qui ont été formulées depuis maintenant 2022. Mais avant de clore ce point, je voudrais dire que c'est une démarche d'autant plus légitime que, sans avoir besoin des accusations du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la France a une responsabilité évidente dans la déstabilisation que l'Afrique connaît aujourd'hui. Elle a une responsabilité évidente. Pourquoi? Pour 3 raisons. Écoutez-moi bien. Première raison, elle a participé à la grande coalition de l'OTAN en 2011 qui a détruit la Libye en association avec les 2 grandes... Ça, c'est la première responsabilité de la France. Si prospère aujourd'hui en Afrique, c'est grâce au saccage de la Libye, à l'armement qu'ont reçu en Libye, à l'invasion du Sahel qui s'en est suivie et à la prospérité des groupes qui en a résulté. Ce que j'affirme là, c'est ce que le président Emmanuel Macron a reconnu en juin 2017 dans un article du Figaro, une interview au Figaro. Il a dit ceci: nous, le nous là concernait la France. Nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États faillis, des États sahéliens faillis et des groupes qui prospèrent. Fin de citation. Ce sont les propos de l'actuel président français, Emmanuel Macron, en juin 2017 dans Le Figaro. Donc, le président Macron a reconnu, quand il venait d'arriver au pouvoir, la responsabilité de la France dans la déstabilisation de l'Afrique. Il a même parlé d'une dette de sang de la France envers la Libye.
Il a dit que le sang libyen avait été, eh bien, injustement versé par l'armée française et qu'il y avait ainsi une dette de sang. D'accord? Ce fait-là, la déstabilisation de la Libye qui a entraîné par effet de domino celle du Sahel et aujourd'hui du Golfe de Guinée, il est documentable par une autre preuve. Ce sont les emails de Mme Hillary Rodham Clinton. Elle était secrétaire d'État américaine en 2011 et elle a échangé des mails avec ses conseillers. Certains de ces mails ont été révélés à l'opinion internationale par le fameux scandale Wikileaks, grâce à l'inénarrable Julian Assange. C'est ainsi qu'on a pu savoir que les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, le Qatar n'ont pas attaqué la Libye pour y instaurer la démocratie. Contrairement à leurs allégations mensongères, la Libye a été attaquée et Kadhafi assassiné parce qu'on ne voulait pas qu'il réalise le grand projet dont il était porteur, à savoir notamment la création d'une monnaie africaine souchée sur le dinar or qui aurait supplanté le dollar, l'euro et le franc CFA. Voilà le contenu des échanges entre Mme Hillary Rodham Clinton, secrétaire d'État de Barack Obama, et ses conseillers. Voilà une deuxième preuve. Donc la responsabilité de la France est incontestablement engagée dans la déstabilisation actuelle de l'Afrique. Il faut être d'une très grande mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Il y a une deuxième raison. La deuxième raison, elle vient de la duplicité constatée dans la lutte, non seulement des forces de l'OTAN, mais en particulier des forces, des forces françaises. Cette duplicité a été illustrée par un échange célèbre entre le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, en 2013, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Cette conversation est documentée, c'est une archive importante. Il y est dit ceci. Fabius demande à Lavrov que la Russie n'oppose pas son veto à l'intervention militaire envisagée par la France au Mali pour stopper ce qu'on appelle abusivement à l'époque les djihadistes. La Russie marque son accord à travers son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Et Lavrov fait la remarque suivante à Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères en 2013, actuel président du Conseil constitutionnel. Lavrov lui fait la remarque suivante: « Mon cher Laurent, vous vous préparez à combattre maintenant au Mali que vous avez armé en Libye. » Et Laurent Fabius, de triste mémoire, rétorque à Sergueï Lavrov: « C'est la vie. » La duplicité. La duplicité. Enfin, il y a un troisième élément assez troublant et qui fait qu'on ne peut que poser le problème de la responsabilité de la France dans la situation dans la sous-région. Ce sont les enquêtes françaises elles-mêmes. Les enquêtes françaises elles-mêmes, menées par des journalistes d'État français, des journalistes de France 24, de l'AFP et de RFI, ont conclu le 30 juillet 2014 que la France était le premier banquier des djihadistes au Sahel et qu'elle finançait à travers le paiement des rançons. C'est une enquête des journalistes d'État français. Ce n'est pas moi qui ai fait l'enquête. Et n'importe qui d'entre vous aujourd'hui peut taper France 24, 30 juillet 2014. La France, premier banquier des djihadistes au Sahel. Vous tapez et vous lisez l'article qui explique, en 2014 déjà, que plus de 200 millions de dollars sous couvert de libération d'otages ont été versés aux organisations, ce qui leur permet de s'acheter des armes, ce qui leur permet de payer leurs troupes, ce qui leur permet de s'approprier des biens immobiliers, de faire des affaires. L'article est signé de la presse officielle française. Ce n'est pas Franklin Nyamsi qui l'a écrit. Et parfois, quand je parle de cet article, les gens pensent que j'exagère. Et je me sens toujours obligé de montrer l'article de France 24. Et France 24 se basait sur les enquêtes américaines. C'est le département d'État américain qui avait pointé le doigt, bien sûr,
c'est trop facile pour les Américains d'accuser la France de faire la même chose qu'eux-mêmes. D'accord? C'est toujours facile d'avoir un bouc émissaire. Mais c'est une enquête américaine qui a permis aux journalistes français de publier cet article que j'ai montré ici, il y a 2 ans, lorsque les journalistes de France 24 sont venus m'interviewer ici à la maison et voir comment je fais mes directs. J'ai fait un direct sur ce problème. Qui finance? Alors, la France, premier banquier. Je veux juste que vous voyez cette des djihadistes. Alors, ce sont des articles extrêmement troublants. Je vous montre ça. Voilà. Hop. Je l'enregistre. Il faut que tout le monde ait vu cette pièce. C'est une masterpiece très rare. Vous la retrouverez dans le livre que j'ai publié et qui va être diffusé à partir de Bamako dans quelques semaines. C'est cette masterpiece-là que j'évoque souvent. Je vous la montre là, sur YouTube. La France, premier banquier, otage, la France, premier banquier des djihadistes. Je vous la montre. Je vous la montre. Et je vous la montre ici, sur TikTok. D'accord? Donc, votre serviteur ne va jamais affirmer des choses d'une telle gravité s'il ne les a pas documentées. J'ai suffisamment documenté les raisons de penser que les accusations nigériennes, maliennes, burkinabées, mais ces accusations sont sérieuses. Parce que sans avoir les éléments à la disposition des autorités de ces pays, moi, par mon enquête intellectuelle, je possède des éléments suffisamment tranchants, sur la base desquels, eh bien, je dénonce la duplicité de l'organisation militaro-politique occidentale dans la lutte au Sahel. Ce n'est pas une lutte sincère, ce n'est pas une lutte claire, ce n'est pas une lutte sans arrière-pensée, c'est une lutte en réalité qui se fait sous le prisme de la stratégie du pompier pyromane. Voilà la vérité. Donc, nous, sociétés civiles africaines du monde entier, nous devons agir. Et l'initiative que je vais lancer pour ma part ici en France, mais je souhaite que la diaspora africaine des États-Unis fasse la même chose aux États-Unis. La diaspora africaine du Canada, qu'elle fasse la même chose. On ne peut pas être partout, nous. Prenons nos responsabilités un peu partout pour porter, eh bien, les graves accusations formulées par les autorités légitimes du Mali, du Burkina Faso et du Niger au cœur du débat politique des pays occidentaux. Nous avons la capacité en tant que diaspora de faire reconnaître la légitimité au moins de ce débat. Même pas de trancher en disant ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont dit est vrai, non. De dire il faut qu'on en discute, il faut qu'on prenne au sérieux ces accusations, il faut qu'on les examine. On ne peut pas continuer à vivre normalement alors que des choses aussi graves sont alléguées, affirmées et répétées par des autorités légales et légitimes de leur pays. Vous comprenez? C'est vraiment cela ma démarche dans cette affaire. L'armée béninoise à la croisée des chemins. Soumission ou lutte anti. On doit vraiment se poser cette question. Pourquoi je dis que l'armée béninoise est à la croisée des chemins? Je suis parti de l'observation d'une déclaration du chef d'état-major de l'armée béninoise. Une déclaration très ambiguë, très louche. Une déclaration qui pue l'insincérité. Une déclaration qui pue l'hypocrisie. Et en même temps, une déclaration alarmante, très inquiétante pour l'armée béninoise. Je vais lui donner la parole. Il va lui-même parler. Et vous allez vous-même voir à sa manière de parler qu'il y a un malaise profond au sein de l'armée béninoise et que les jours à venir sont loin d'être clairs au sein de cette armée. Donnons la parole à ce chef principal de l'armée béninoise, je crois que c'est le chef d'état-major, le général Baguidi.
Le général Baguedi est interrogé sur la bonne stratégie à adopter. La bonne stratégie à adopter dans la lutte contre... 72 heures après le... En République démocratique du Congo, mais... Dans la lutte contre... Voilà. Je vais vous faire entendre cela. Je vous mets le haut-parleur parce que le général Baguedi... Ah, vraiment, ce qu'il a dit là est très louche. Hein? Ce qu'il a dit est très louche. Je vais lui donner la parole. Général, venez nous dire ici. Ouais. Général Baguedi, vous avez parlé de synergie d'action. En vous prenant au mot, qu'est-ce que vous pensez de cette assertion qui propose que le Bénin donne la main au Burkina, au Niger, pour donner naissance à une force qui puisse combattre l'hydre que nous avons en face de nous? Vous savez, le Bénin a toujours cherché la synergie d'action dans la solution. Le président de la République du Bénin s'est rendu deux fois de la nation. Je me suis rendu deux fois de la nation. Proposer de nous travailler ensemble. Je vais vous répéter ces propos. Ça se fera, je ne désespère pas. C'est la même chose pour avec qui nous travaillons très bien. Nous recherchons, nous Béninois, nous recherchons cette synergie d'action et nous ne désespérons pas que très bientôt, nous allons ensemble avec tous les pays du voisinage travailler ensemble pour faire face au niveau du travail en réseau et la conflit des frontières. Nous avons le devoir de nous attendre pour nous opposer une réponse qui est à la mesure de ce qu'il faut. Quel est le dernier bilan? Le dernier bilan, s'il vous plaît. Il n'a pas évolué. Il n'a pas évolué. Celui que vous aviez, c'est le même. Très bien. Vous avez écouté le général Baguedi, qui est donc une autorité importante de l'armée béninoise, qui dit que, à la question posée, est-ce que vous allez finalement vous résoudre à vous associer avec tous les autres pays, donc notamment les pays de l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger, pour combattre? Réponse du général Baguedi, première phase, mais nous avons toujours voulu combattre en synergie avec le Burkina, le Niger, le Mali. Je me suis rendu au Burkina Faso, par exemple, plus de 2 fois. Le président Patrice Talon s'est déjà rendu dans tous ces pays-là dans le but de chercher à bâtir une synergie. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, du général Baguedi, chef d'état-major, je pense, de l'armée béninoise. Tôt ou tard, il va falloir que nous nous mettions avec tous les autres pays de la sous-région pour combattre le... Parce que nous affronte en réseau et il va falloir que nous aussi nous fassions un réseau pour faire face. Tôt ou tard. Je prends le premier aspect de la déclaration du général Baguedi. Il parle du Bénin qui aurait recherché une synergie avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je pose la question, mais de quelle façon le Bénin a-t-il cherché une synergie avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, alors qu'il s'est associé à toutes les sanctions illégales, criminelles, illégitimes, inhumaines, qui ont été prises par la CEDEAO contre le Mali, le Burkina et le Niger? Quelle est cette synergie que cherchait Talon? Ça ressemble étrangement à la synergie entre la corde et le pendu. Vous voyez comment la corde adore le pendu? Le pendu est bien attaché par la corde. Il y a une synergie entre la corde et lui. Patrice Talon et son régime se sont comportés envers le Mali, le Burkina Faso et le Niger comme la corde doit se comporter avec le pendu. Ils n'ont songé qu'à serrer le cou de ces pays. Talon n'a-t-il pas signé les sanctions du 9 janvier 2022 contre le Mali? N'est-ce pas le même Patrice Talon qui était l'un des principaux chefs de la coalition militaire qui devait agresser le Niger? N'a-t-il pas lui-même préconisé l'entrée des troupes béninoises dans le sol nigérien aux côtés des troupes nigérianes et des troupes ivoiriennes dans le cadre de ce qu'ils ont appelé la force de la CEDEAO? Patrice Talon a-t-il recherché une synergie avec le Niger en déclarant, comme il l'avait fait, la guerre au Niger? Mais le général Baguedi, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit?
Baguidi. Vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Baguidi. Quand on dit quelque chose, il faudrait au moins se souvenir de ce qui s'est passé avant qu'on ne le dise. Il faudrait au moins définir le domaine de définition, tracer le domaine de définition du propos. Le Bénin synergique, n'est-ce pas le Bénin qui a appliqué un embargo inhumain contre son peuple frère, eh bien, du Niger, qui a fermé le port de Cotonou pour que les Nigériens crèvent de faim, que les Nigériens crèvent de maladies, que les maladies les tuent, pour que les entreprises nigériennes périclitent et que les Nigériens et les Nigériens se retrouvent au chômage. Qui a fait ça? N'est-ce pas Patrice Talon, général Baguidi? Vous appelez cela la synergie? Comment le mot synergie peut-il sortir de la bouche de cet officier général sans qu'il n'ait d'ailleurs littéralement la bouche qui saigne, tellement son mot est une lame de rasoir crachée par un diablotin? C'est extraordinaire, mais pour qui prennent-ils les peuples africains, ces officiels des pays néocoloniaux? Ils se tiennent devant les Béninois. Les Béninois savent ce que Talon a fait contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les Béninois ont vu tous les sommets successifs où Talon était dans une posture agressive, guerrière. Mais enfin, il y a quand même un troisième point important. Mais comment peut-on agir en synergie avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, alors que les puissances qui ont détruit la Libye, assassiné Kadhafi? Ce n'est pas possible. Monsieur Baguidi, retournez faire vos études de logique. La logique élémentaire. On ne peut pas mener la lutte avec des puissances qui se comportent envers l'Afrique selon la stratégie du pompier pyromane. C'est-à-dire que les mêmes qui ont détruit la Libye, en sachant très bien que le Sahel et le golfe de Guinée allaient être impactés, sont les mêmes qui viennent vouloir imposer leur base tout au long du Sahel et vouloir s'installer sur le golfe de Guinée. Avec un seul objectif, la même mise sur l'or, le pétrole, le gaz, le manganèse, le coltan, l'uranium des Africains. Et quand on rappelle cette évidence, ils appellent cela cultiver la haine. Ce n'est pas possible que les Africains, les Africaines se contentent de dire ce qui est vrai et que l'on présente cela comme cultiver la haine. Vous savez pourquoi l'OTAN a attaqué la Libye? Les emails de Mme Clinton ont révélé les vraies causes du saccage de la Libye. Et vous savez donc pourquoi l'OTAN a attaqué la Libye? C'était pour que toute la bande sahélienne soit déstabilisée et le golfe de Guinée. Et pour obtenir des États fragiles qui acceptent par conséquent d'être militairement recolonisés et d'être ad vitam aeternam, pourvoyeurs en matières premières gratuites et à tout prendre moins cher pour le grand capitalisme occidental et moyen-oriental. Voilà le plan. Le président nigérien en 2011 s'appelle Mahamadou Issoufou. Il vient à Deauville le 27 mai 2011 et il dit à Barack Hussein Obama, président des États-Unis, Mr. President, please don't destroy Libya. Don't destroy Libya because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Monsieur le président Obama, s'il vous plaît, ne détruisez pas la Libye. Ne bombardez pas, ne cassez pas la Libye. Si vous cassez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Obama dit, no, we will finish the job. We will complete the job. Non, nous irons jusqu'au bout de notre plan. Nous allons finir notre travail. Voilà la réponse publique de Barack Hussein Obama. Cet homme qui a trahi le peuple africain, qui a trahi la terre de ses pères. Obama Hussein Barack. Donc, très sérieusement, comment, de quel point de vue, le général Baguidi peut-il parler de synergie entre le Bénin et les pays de l'AES dans la lutte, alors qu'aucune des conditions d'une synergie n'est remplie? De façon répétée, les autorités burkinabées, maliennes, nigériennes ont indiqué que plusieurs organisations prospéraient en raison de la complicité active et passive des autorités béninoises. Les autorités du Niger, le président Tiani, sont allés même jusqu'à donner les coordonnées précises, à rendre compte du contenu précis des conciliabules, des conclaves,
donner des noms et des images. Le président Tiani est allé jusqu'à donner les coordonnées militaires géographiques des positions tenues par des forces hostiles à la paix et à la sécurité de l'Afrique. Qu'est-ce que M. Talon a fait de tout cela? Quelles conséquences en a-t-il tiré? Non content déjà d'être en fait un empêcheur de vivre en paix en Afrique de l'Ouest, monsieur a importé l'armée la plus nuisible d'Afrique de l'Est en Afrique de l'Ouest, l'armée rwandaise. Cette armée qui met le feu et le sang sur la terre africaine de la République démocratique du Congo, Patrice Talon l'a importée en Afrique de l'Ouest pour sécuriser son régime contre ses propres militaires. Mais M. Gbagidi, le général, peut-il nous dire, franchement, que le président Talon lui fait confiance et que lui-même, Gbagidi, le général, a confiance au président Talon alors qu'il a besoin de militaires rwandais pour assurer sa sécurité? Alors qu'il a des militaires au Bénin? Est-ce qu'une telle chose aurait été envisageable du vivant du président général Mathieu Kérékou? Qui pouvait imaginer que le Bénin devienne une néocolonie militaire du Rwanda sous le président Mathieu Kérékou? Qui pouvait proposer même une telle incongruité devant le peuple béninois, le père Kérékou étant vivant? Donc, je voudrais réagir enfin sur ce que j'ai vu là en disant mais il y a un malaise profond au sein de l'armée béninoise. Les soldats du rang savent très bien que la stratégie de Talon les expose à continuer à être inutilement sacrifiés. Les événements de ce mois de janvier au nord du Bénin vont continuer à se multiplier de cette façon tant que le Bénin n'a pas clarifié ses options géopolitiques et géostratégiques. Bref, tant qu'il n'a pas rompu avec l'alliance de l'OTAN qui a organisé la déstabilisation, mais de tout le sous-continent africain. Tant que, l'OTAN siège à l'intérieur des structures hiérarchiques de l'armée béninoise, le Bénin sera sous la pression, comme l'ont été le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tout le temps qu'ils étaient sous le commandement otanien. Voilà la vérité. Et je voudrais inviter le général Gbagidi à méditer ce qui s'est passé au Niger. Je me souviens bien que, au départ, celui qui était alors le chef d'état-major des armées nigériennes, l'actuel ministre de la Défense, il était chef d'état-major de l'armée nigérienne. Le général d'armée, je crois qu'il est général d'armée, oui, général de corps d'armée, Salifou Modi. Le général Salifou Modi a fait un déplacement. Il est venu rencontrer son frère, le général Assimi Goïta. À l'époque, il était colonel au Mali. Puis, il est allé rencontrer son frère, le capitaine Ibrahim Traoré, au Burkina Faso. De ce périple, quand il est revenu, il a senti que la stratégie malienne et la stratégie burkinabé de lutte était plus efficace que la stratégie nigérienne. Quand il est revenu au Niger et qu'il en a parlé à Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum, Mohamed Bazoum, sous l'injonction des néocolonialistes français, a fait sauter de son poste de chef d'état-major le général Salifou Modi. Il l'a enlevé de son poste. Le général Salifou Modi a perdu son poste le jour où il a voulu amener son patron d'alors, Mohamed Bazoum, à changer de doctrine géopolitique et géostratégique pour protéger le Niger de la domination et de l'impérialisme. C'est comme ça qu'il a perdu son poste. Et votre serviteur était sorti. Quand j'ai rencontré pour la première fois en 2023, oui, je l'ai rencontré pour la première fois en 2023, le général... En 2023, oui, 2024. Je crois que je l'ai rencontré pour la première fois en 2024, le général Salifou Modi. Quand je l'ai rencontré, il se souvenait de la prédiction que j'avais faite. Parce que là encore, quand le général Salifou Modi a fait ce déplacement vers le Mali, et que j'ai vu qu'il était en bonne entente avec celui qui était encore le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, j'ai vu la synergie qu'il y avait entre lui et son frère, le capitaine
Ibrahim Traoré à la tête du Burkina, quand j'ai vu cela, quand j'ai vérifié cette synergie, j'ai dit qu'à son retour au Niger, le général Salifou Moudi serait mis en demeure soit de se soumettre au maintien du ronronnement et de la dépendance envers l'OTAN dans la pseudo-lutte, soit il serait mis en demeure d'aller se faire voir ailleurs. Ça n'a pas duré. Dès qu'il a remis les pieds à Niamey, d'abord, il a été convoqué et il a été mis au rapport. Et vous retrouverez les vidéos et les images. Il était sermonné par son chef, le président Bazoum, avec ses alliés, les néocolonialistes français. Ça se voit dans l'image que, littéralement, quand il remet les pieds à Niamey, Salifou Moudi est considéré comme quelqu'un qui aurait trahi. On le vire et pour l'empêcher d'être présent sur le territoire national, on l'affecte comme ambassadeur, si je me souviens bien, on l'affecte comme ambassadeur aux Émirats Arabes Unis. Et j'écris à ce moment-là, vous retrouverez mes publications de cette année, c'était en 2023, au mois de 2023. Non, j'ai rencontré pour la première fois le général Salifou Moudi en décembre 2023 à Niamey. Donc j'écris en 2023, autour d'avril par là, mars-avril, quand le général Moudi est limogé, j'écris que dans les prochains jours, les prochains mois, à tout prendre, on devra compter avec le général Salifou Moudi comme étant l'un des hommes les plus importants de la révolution nigérienne. La déclaration du président nigérien, selon laquelle la France chercherait à déstabiliser son régime, soulève des interrogations sur les relations entre le Niger et l'ancienne puissance coloniale. Le président semble faire référence à un sentiment croissant de méfiance et d'hostilité envers la France, alimenté par des tensions politiques internes et internationales. Cette accusation met en lumière les enjeux complexes de la géopolitique africaine, où les anciennes puissances coloniales, comme la France, sont souvent accusées de manipuler les événements politiques pour maintenir leur influence sur les pays africains. En effet, la France a longtemps joué un rôle majeur dans les affaires politiques et économiques de plusieurs pays du Sahel, ce qui nourrit les soupçons de certaines factions politiques et de la population locale. L'accusation du président nigérien s'inscrit dans une dynamique plus large de résistance à l'influence néocoloniale, un phénomène de plus en plus visible dans certaines régions d'Afrique. Le Sahel, et plus particulièrement le Niger, est une zone stratégique, riche en ressources et théâtre d'enjeux géopolitiques importants. Le rôle militaire de la France dans la lutte contre le par exemple, a souvent été perçu par certains comme un prétexte pour maintenir une influence politique et économique sur la région. Ce discours de déstabilisation pourrait ainsi être vu comme une stratégie pour galvaniser la population contre ce qu'on perçoit comme des ingérences étrangères, tout en renforçant la position du gouvernement sur la scène internationale. En définitive, l'accusation portée par le président nigérien met en lumière la complexité des relations post-coloniales et les défis auxquels sont confrontés les pays africains dans la gestion de leurs relations internationales. Alors que certains leaders africains cherchent à se libérer de l'influence néocoloniale, les tensions entre les anciennes puissances coloniales et leurs anciennes colonies risquent de se multiplier. Ce type de discours témoigne néanmoins d'une volonté de souveraineté qui pourrait redéfinir les rapports de force dans la région, avec des conséquences à la fois pour la politique interne du Niger et pour l'équilibre géopolitique de l'Afrique francophone.